Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de TLT. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Marie. Dans l'actualité de ce jeudi 17 octobre, le premier roulage du tram Garonne avorté. Il n'aura franchi qu'une station bloquée par les traminots manifestants. Et nous recevons ce soir Marc Gastelu-Etchegori. Bonsoir, vous êtes de Médecins sans frontières pour le film La pharmacie des malades oubliés, présenté ce soir à l'Utopia Toulouse. Et puis suite à l'expulsion de la jeune Rome Leonarda, nous reviendrons sur la politique migratoire en France et sur les modalités d'expulsion. Une première ratée pour le tram Garonne. Les essais devaient commencer cet après-midi. Le tram est parti des arènes, mais n'a rallié qu'une station bloquée par les manifestants. Le syndicat Sud en tête. Ils réclament le rétablissement d'une prime qui leur a été supprimée. Jérôme Bollock et Alain Sorat ont quand même pu monter à bord. Une station, le tram Garonne n'aura pu faire qu'une seule station avant d'être stoppé par une cinquantaine d'agents de prévention de TICO. S'en est alors suivi un bras de fer entre syndicats et direction. Allez, je crois que vous avez appelez monsieur Valls. Non, on n'a pas reçu notre coup. Vous partirez et vous partirez ni dans un sens ni dans l'autre. Ça n'a pas de sens. Vous voulez passer, vous accédez aux revendications de la sûreté. Mais non, mais les négociations, ça se fait dans des cadres. Ça se fait au piquet de grève, c'est culturel à TICO, ça s'est toujours fait comme ça. Les manifestants réclament notamment le rétablissement d'une prime supprimée il y a 3 ans. La direction, aux nouveaux embauchés, elle aura enlevé cette prime. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 200 à 300 euros d'écart pour le même travail avec certains employés. Les anciens ont un niveau de salaire qui est pratiquement 200 hors ancienneté, hors prime d'ancienneté. Ils ont des 200 à 300 euros d'écart sur les salaires. Certains ont annoncé la couleur très tôt en disant que le tram serait une occasion pour faire des effets. En voilà un aujourd'hui, mais ça ne traduit pas la réalité du dialogue social. On se rencontre à chaque fois que c'est nécessaire et encore une fois sur ce sujet-là, on s'est rencontrés hier et il n'y a pas de préavis posé. Donc cette situation n'est pas acceptable. Pour Pierre Cohen, ces agents profitent de l'événement pour influer sur les négociations annuelles obligatoires. Dans ce cadre, ils réclament 4% d'augmentation. Comment moi je vais après, avec 12 000 salariés, la ville de Toulouse et la communauté urbaine, leur dire qu'ils ont une augmentation que de 1,2% par rapport à 4 que j'ai laissé donner à une raison, c'est pas parce qu'il y a une tramway, que la qualité je dirais, du service public du transport en commun est nettement améliorée. C'est un plan de développement qui est prévu sur 10 ans, il y aura des étapes. Les syndicats promettent de nouvelles actions lors de l'inauguration de la ligne. Le tram Garonne devrait accueillir ses premiers usagers le 20 décembre. La ligne Garonne, quand elle fonctionnera normalement le 20 décembre prochain, prolongera de 4 km la ligne T1 des arènes au Palais de Justice. Elle desservira notamment l'île du Ramier, facilitera l'accès au stadium pour les amateurs. 34 000 habitants supplémentaires devraient pouvoir l'emprunter. Mais elle ne devrait pas s'arrêter là, comme l'explique Joël Carreras. On va continuer vers le Grand Rond et ensuite rejoindre le canal du Midi et repartir vers la gare Matabio pour arriver à terme à desservir l'aéroport, qui est une liaison entre la gare Matabio notamment et l'aéroport. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une boucle de tramway, de réseau de tramway. Donc voilà, c'est une nouvelle étape très importante aujourd'hui, c'était le chaînon indispensable. Donc c'est en ce sens que c'est pas un petit projet, c'est un premier pas pour un grand voyage. Demain, finalement, avec le tramway, on pourra aller partout dans Toulouse. Pratiquement, peut-être pas encore partout, mais l'objectif ensuite c'est de rabattre des lignes de bus en surface vers le tramway. Donc aujourd'hui, un des premiers avantages par exemple de cette prolongation, c'est de faire une double connexion au métro, ici même aux arènes, et puis également au Palais de Justice, la station métro Palais de Justice. Ce qui fait que demain par exemple, pour des gens qui viennent du sud-est de l'agglomération, depuis par exemple Maramonville, n'auront pas à changer 2 fois à Jaurès et à Rennes pour aller à Blagnac, ils changeront une seule fois à Palais de Justice. Donc on compte beaucoup bien sûr sur cette connexion. Le salon de l'emploi, Marie. Alors cette semaine, Pôle emploi crée une cinquantaine d'événements en Midi-Pyrénées. Plus de 4 500 offres d'emploi sont proposées au niveau régional et plus de 2000 à Toulouse lors du salon qui se tenait aujourd'hui au Parc des Expos Pascal Solaire. En contact direct avec les recruteurs, voilà tout l'intérêt de ce forum pour l'emploi. 182 entreprises, tous secteurs d'activité confondus, étaient réunies aujourd'hui. L'essentiel des 2000 offres venant de l'aéronautique, les services à la personne, l'hôtellerie et la restauration. Difficile de faire sa place dans ce genre d'événement. Il faut être patient et savoir se vendre en quelques minutes. Une première sélection à l'embauche qui peut décevoir. Il y a énormément de monde. C'est un petit peu difficile de rencontrer les gens, on a très peu de temps pour convaincre, donc voilà, le but c'est surtout laisser son CV et espérer qu'on aura un retour. Moi je suis plutôt dans le secteur de l'événementiel, donc c'est vrai qu'il y a
pas beaucoup de choses. Ça m'a permis de rencontrer des gens. Je suis allé au-delà des secteurs que je recherchais, c'est sûr. C'est aussi le cas de nombreux visiteurs qui n'hésitent pas à postuler pour des offres sans avoir la formation ou l'expérience requise. Mais ici, tout est possible. Ce qui est intéressant, c'est le but aussi d'être ici, de ne pas fonctionner uniquement par prérequis, c'est-à-dire un diplôme égal un métier, mais plutôt de voir dans du savoir-être, dans des transferts de compétences, dans des analogies entre ce qu'ils ont vécu professionnellement, ce qu'on recherche, de trouver plutôt des dimensions personnelles que des dimensions techniques brutes. Selon Pôle emploi, ce type de forum permet aux entreprises présentes de satisfaire 60% de leurs besoins. Résultat satisfaisant mais perfectible. On est aussi dans une période où il y a des offres non pourvues. Et justement, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on essaye aussi, par rapport à ce forum, de proposer à des demandeurs d'emploi aussi des formations qui peuvent correspondre aux besoins de ces entreprises qui sont présentes sur le salon aujourd'hui. D'ici fin décembre, en Midi-Pyrénées, Pôle emploi et ses partenaires vont financer des formations complémentaires pour satisfaire 1500 à 2000 offres. Rappelons que la région compte 150 000 demandeurs d'emploi, dont 80 000 en Haute-Garonne. Et dans le cadre de l'expulsion de la jeune Leonarda, les lycéens se mobilisent pour demander le retour en France de la collégienne Rome, ainsi que celui de Kachik, lycéen expulsé en Arménie samedi dernier, mettant ainsi Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, sur la sellette. Jean-Marc Lucas, vous avez fait le point sur les modalités d'expulsion aujourd'hui en France. Alors il y a un parcours en fait judiciaire et administratif. Il y a ce qu'on appelle les OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français. Donc dans un délai d'un mois, vous devez quitter le territoire. Si vous refusez, on vous met dans un centre de rétention administratif, comme à Cornebarieux, ou alors on vous assigne à résidence chez vous de façon surveillée. Ensuite, un juge des libertés doit statuer pour savoir si oui ou non vous quittez le territoire. Alors, dans tous les cas de figure, en attendant la décision de tribunal administratif, vous pouvez faire appel aussi. Si cet appel est rejeté à un moment ou à un autre, on va forcément vous placer dans un avion. Vous pouvez refuser là à nouveau de quitter le territoire, sauf que là vous tombez sous le coup du tribunal et vous pouvez avoir une amende ou alors une peine plus longue parce que c'est le tribunal correctionnel pour le coup. Là, dans le cas de la jeune Leonarda, il faut savoir qu'elle était prête de rester en France, il restait plus que quelques temps. Pour le coup, habituellement, ces procédures que je viens de décrire sont assez rapides et pour elle, ça a été assez long. En tout cas, nous avons interviewé un avocat qui est étonné par la précipitation donnée par les équipes de Manuel Valls. Cette famille a réussi à rester sur le sol français puisqu'elle a multiplié tout à fait légalement tous les recours qui interdisaient jusqu'alors l'expulsion de cette famille, parce que les recours au niveau de l'OFPRA pour l'obtention d'un asile politique sont suspensifs, et ça a permis à cette famille de rester 4 années. Là, ce qui est un peu curieux, c'est cette précipitation dans les 2 derniers mois, parce qu'on est arrivé à ce fameux délai de 5 ans qui aurait permis à cette famille de voir leur situation réévaluée en vertu, encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la circulaire Valls. Il n'y avait aucune urgence et en tout cas il n'y avait rien qui justifiait que l'on mette en place de telles pratiques qui ne sont pas illégales, sauf à considérer, là il va y avoir un débat juridique important, sauf à considérer, c'est vrai qu'un mineur, on ne peut pas l'expulser sans l'autorisation des parents quand les parents sont là. Et il tire argument du fait que la maman est téléphoné à sa fille sur le portable pour lui dire d'attendre les policiers comme un consentement de la mère à venir à arrêter sa fille. On se moque un peu du monde. Et en tout cas, je considère, mais ce sont des appréciations personnelles. Au niveau du droit, on est à la limite. En tout cas, au niveau de l'appréciation humaine, je considère ces méthodes tout à fait inadmissibles. Et nous avons également recueilli la réaction de Gérard Onesta, ancien député européen. Il est furieux contre Manuel Valls. Je crois que Peillon a raison en disant qu'il faut sanctuariser les écoles. Au Moyen-Âge, on sanctuarisait les églises. Quelqu'un qui rentrait dans une église ne pouvait pas être attrapé par la maréchaussée. Je crois qu'un gamin, quand il est à l'école, doit être protégé, impérativement protégé. C'est les valeurs de la République qui sont en danger sinon. Au-dessus de la loi, il y a la valeur. Parce que la loi n'est que l'écriture sur papier des valeurs qui nous rassemblent et qui font que l'on fait société ensemble. Si la loi est absurde au point de permettre à ce qu'une gamine soit prise dans un car scolaire pour être expulsée, c'est que la loi est mauvaise. Il faut donc changer la loi. On doit permettre au moins à l'enfant de finir ses études. Il y a des structures d'accueil pour des enfants qui doivent être possibles. Bien évidemment, le regroupement familial doit primer, mais ce n'est pas parce que le père est éventuellement délinquant qu'on doit condamner toute la famille, y compris les gosses qui n'y sont pour rien. Sinon, pour ces enfants-là, c'est la double peine. C'est la peine de la misère et en plus on leur fait supporter éventuellement l'erreur qu'auraient fait ses parents. Ça, c'est pas acceptable. Je pense que quand on est un gouvernement de gauche, on doit le comprendre
et un ministre qui se dit de gauche doit également le comprendre. J'ai vu au dernier pointage d'un sondage qu'il est la 3e personnalité préférée des électeurs de droite. Moi je serais à sa place, je m'interrogerais. Quand son action est à ce point saluée par le camp d'en face, on doit quand même se questionner sur ses propres valeurs. Le projet européen a vite dérivé vers une bataille intergouvernementale où chacun essaie de penser son voisin comme un client potentiel de ses propres entreprises et pas plus, et pas plus. Vous savez, la Roumanie et la Bulgarie pèsent très peu dans le PNB continental européen. On pourrait à vil prix, avec très peu de moyens, permettre à ces pays d'avoir une vraie politique sociale, une vraie politique environnementale, une vraie politique culturelle et autres. Mais on ne l'a jamais vraiment voulu. Je vous rappelle que pour la première fois depuis le début de l'histoire européenne, le budget de l'Union va baisser, ce qui est complètement absurde quand on sait les besoins que nous avons sur nos propres territoires. Une fois de plus, l'Europe n'a pas compris la portée peut-être de son propre projet. Sans transition, Marie, la soirée d'intégration ou de désintégration, je ne sais comment dire, Interfac fait réagir et notamment son affiche. Alors en effet, la soirée du 19 octobre intitulée American Campus est assortie d'une affiche pour le moins suggestive. Comme vous le voyez, l'association Oser le féminisme dénonce des étudiantes représentées de façon très stéréotypée et une représentation de la sexualité extrêmement sexiste. L'association Mixité 31 a carrément lancé un appel au boycott de la soirée. À suivre. Nous recevons donc ce soir Marc Gastelu-Etchegori, je l'ai bien dit, secrétaire médical international à Médecins sans frontières, et vous êtes médecin spécialisé dans les maladies tropicales. Donc vous venez ce soir défendre à l'Utopia un film qui s'appelle La pharmacie des malades oubliés. On va regarder juste une petite bande-annonce qui nous met bien dans l'ambiance et on revient avec vous. Our patients are dying, not because their diseases are incurable, but because as consumers, they do not provide a viable market for pharmaceutical products. Et toutes ces personnes se mettent autour, en collaboration, en partenariat, sur un projet spécifique. Tout ce dont vous avez besoin est là. Voilà, ça pose beaucoup de questions. Vous êtes à Médecins sans frontières. Alors il y a les maladies que l'on soigne pour les riches et celles que l'on ne soigne pas parce qu'ils sont pauvres. Qui est coupable? Ce sont les laboratoires pharmaceutiques ou pas? Alors, les laboratoires pharmaceutiques portent une responsabilité là-dedans. Ils ne sont pas les seuls et on va pas les traiter comme des grands satans, mais il faut essayer de voir un peu clair et voir quel est leur jeu, ce qui n'est pas toujours évident parce que l'opacité est en général de mise. Ouais. Elle est de mise sur leurs objectifs, c'est-à-dire qu'en clair, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent produire et on ne sait pas quelle est la part de la recherche publique qu'ils prennent pour ensuite la transformer en produit qu'ils vont vendre. Ouais. Et on ne sait pas non plus quel est le coût finalement et de cette recherche et de la production des médicaments et pourquoi certains médicaments restent totalement inaccessibles à la plupart des patients que nous traitons, qui pourraient être curables si on avait cet accès-là. Alors on oublie une chose toute simple, c'est que un animal qui tue, c'est le moustique. Ça paraît étrange, mais c'est lui qui transmet la maladie du sommeil, la mouche tsetse. Ça paraît totalement abstrait en Europe encore. Et pourtant, tous les jours, vous êtes confrontés à ça. Alors c'est vrai qu'on oublie souvent les maladies vectorielles, même si la France quand même a été traversée par des épidémies de chikungunya à La Réunion et par les épidémies de dengue en Martinique ou en Guadeloupe. On oublie qu'une des mortalités principales, c'est le paludisme qui est transmis. Ouais. En effet par le moustique, et la maladie du sommeil qui représente peut-être un des espoirs finalement d'élimination dans le futur grâce aux efforts qui ont été faits par un certain nombre d'organisations, et Médecins sans frontières en fait partie, sur le développement de nouveaux médicaments. Il y a là une conjonction de forces qui se sont mises en place, qui est assez rare finalement, que l'on peut saluer. On aimerait qu'elle soit plus fréquente. Mais on a un développement maintenant de produits un peu diagnostiques, mais surtout de nouveaux médicaments qui annoncent peut-être un virage extrêmement fort sur cette maladie que l'on croit d'un autre temps, mais qui pourtant a tué des milliers de gens encore récemment et qui reste pourtant stationnée en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, dans un certain nombre de pays, et qui ne demande qu'une chose d'ailleurs, c'est d'être ravivée. Il est temps là de mettre les efforts. Marie ? Alors est-ce qu'il y a une région du monde qui est plus en besoin en fait de ces médicaments? Vous parlez de l'Afrique. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que finalement il y a des problèmes dans tous les continents? Alors
on pourrait dire qu'il y a des problèmes dans tous les continents, mais dans tous les continents, il y a un certain nombre de pays qui sont plus fragiles que d'autres. Et on le voit très souvent, ce sont des pays qui sont secoués, traversés par des conflits, qui font que les infrastructures médicales sont déstructurées, n'ont plus les moyens de travailler, les équipes médicales s'en vont, et les accès finalement aux médicaments deviennent difficiles. Et ça, c'est une de nos particularités, c'est que nous travaillons dans un environnement qui est difficile. Nous n'avons souvent pas d'électricité, ou peu, nous avons peu d'eau, et nos patients habitent loin, ce qui veut dire qu'il nous faut les moyens de diagnostiquer les maladies là où ils habitent et il nous faut les moyens de pouvoir les traiter là où ils habitent aussi. Il nous faut pouvoir les suivre. Traiter un diabète en France est quelque chose de difficile à cause de l'insuline et des injections. Imaginez au sud du Soudan quand il fait 40 degrés et que les gens doivent marcher des fois pendant un jour pour venir atteindre une structure. Vous, ce qu'il vous faut, c'est des médicaments en fait. Vous voulez éviter l'injection, vous préférez avoir des comprimés à donner directement? Bien sûr. Ce que nous voulons avoir, ce sont des médicaments dont on pourra avoir un accès. Un bon accès, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas hors de prix. Nous voulons des médicaments simples à utiliser et là-dessus, les formes orales ont bien sûr l'avantage par rapport aux injections. Et nous voulons des médicaments qui ne soient pas toxiques. Et pour ça, il faut d'une part innover. Et cette innovation, il faut la pousser et les compagnies pharmaceutiques sont rarement incitées parce que les endroits dans lesquels nous travaillons ne représentent pas un marché. Voilà, et ensuite, il faut donner l'accès, évidemment. On va voir des images par rapport à la tuberculose. Pareil, la tuberculose, on peut penser que c'est d'un autre âge, nous, en Europe. Eh bien non, ce n'est pas d'un autre âge. Il faut se rappeler que dans les 3 maladies qui tuent le plus, il y a le sida, la tuberculose et le paludisme. Oui. Ce que vous voulez, en fait, c'est que peu à peu, on arrive à une vaccination globale pour tous et que les États prennent en charge, justement, les pays les plus pauvres. Alors nous voulons en effet améliorer les vaccinations, mais ce dont il faut se rendre compte pour les vaccinations, c'est que comment vacciner avec une chaîne de froid, comment garder des médicaments à 4 degrés, c'est quelque chose de difficile. Il nous faut là-dessus de nouveaux moyens, il nous faut des produits qui ne soient pas sensibles à la température et des dosages beaucoup plus faciles. Une injection au lieu de 3, ça sera beaucoup plus simple. Et en plus, quand on sait que le prix des médicaments et des vaccins a énormément augmenté, il faut aussi le rendre accessible là aussi. D'accord, donc ce film ce soir à l'Utopia Toulouse, vous serez évidemment là avec les spectateurs pour débattre, ça commence à 20h30. Exactement. Et je redis le titre, La pharmacie des malades oubliés. Merci. Alors on passe au sport avec une victoire inespérée du Phoenix Toulouse Handball, un match gagné de peu, 30-31 à Chambéry hier soir pour le 6e match du championnat de D1. Le Phoenix n'avait pas encore gagné hors du Palais des Sports de Toulouse cette saison. La rencontre extrêmement serrée s'est finalement dénouée avec un dernier pénalty de Jérôme Fernandez et une perte de balle savoyarde. Le Phoenix remonte par la même occasion à la 4e place du classement provisoire, à égalité avec Chambéry justement. Et n'oublions pas la traditionnelle touche de rugby. Vous avez fait du rugby, vous, dans votre enfance? Un petit peu. Bon, d'accord, très bien. Le Stade jouera demain soir à Wembley, en Angleterre, pour la 2e journée de la Coupe d'Europe et pour affronter les Saracens, comme on dit. Un gros morceau, d'autant que les sportifs du Stade toulousain gagnent rarement à l'extérieur. A noter que le prochain match de top 14 du stade aura lieu à Ernest-Vallon, à Toulouse, le samedi 26 octobre. Les Rouges et Noirs rencontreront le RCT et le stade est d'ores et déjà complet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous avec l'actualité demain avec François Guinle.